Chers utopistes, bonjour. Dans cette vidéo, je vais ouvrir le courrier de mes fans. Alors, voyons cela. Une lettre de Roberto. Une bonne partie de votre vidéo, La science est une croyance, est identique à celle de chez Monsieur Sam. Vous vous foutez un peu de notre gueule, je trouve. Pourtant, Mr. Sam a bien dit que c'était deux vidéos intriquées, mon cher Roberto. Bon, voyons ce qu'il y a d'autre. Ah tiens, une lettre qui nous vient du collègue youtubeur Jaco Patrolman. Voyons ce qu'il me dit. Cher Mr. Rabbit, en ce triste temps pluvieux d'hiver, où les 50 nuances de grisaille parisienne semblent avoir perverti mon si beau sud adoré, je recherche le sacro-saint graal de la vidéo sceptique égyptologique. Et par le plus grand des malheurs connus en ce bas monde, je n'en trouve point que je ne connaisse déjà. J'ai fini par faire un tour sur la chaîne Skepticon du projet Utopia. Et que remarquai-je? Il n'y a aucune vidéo qui parle de pseudo-égyptologie. Déçu, tel une autruche plongeant la tête dans le sol, j'ai vérifié sur la chaîne YouTube, au cas où il y aurait des différences. Mais non, toujours aucune vidéo sur le sujet. Ceci me rend très triste et ajoute de la grisaille à mon esprit, déjà très grisailleux à cause des 50 nuances de temps pluvieux d'hiver. Bon, ok, allez, j'arrête d'essayer de faire des phrases poétiques parce que c'est clairement pas mon truc. Bon, Mr. Rabbit, tu l'auras compris, je trouve dommage que sur la chaîne du projet Utopia, il n'y ait pas de vidéo abordant le sujet de la pseudo-égyptologie. Il y a pourtant tellement de choses à en dire. Je sais que tu as apprécié ma dernière vidéo sur le sujet, et je te propose donc de la développer et d'en faire une vidéo pour le projet Utopia. Voici donc ce que cela donnerait. Sur le sujet de l'égyptologie, il existe des chercheurs indépendants qui défendent des hypothèses différentes de celles développées par l'égyptologie dite officielle. Certains chercheurs pseudo-scientifiques ont même émis l'hypothèse que la pyramide fut construite par une civilisation supérieure, antérieure à l'ancienne Égypte, qui se serait éteinte, celle que l'on dénomme Atlantide. There are all kinds of theories on how the Great Pyramid of Giza was built. So many theories, you just sit back and shake your head. And that includes ET visitations, levitating the blocks with some kind of sound system. D'après notre théorie, la chambre du roi est destinée à être remplie d'eau par ses conduits. Le but étant d'obtenir une pression hydraulique capable de repousser une pierre pour permettre de déverrouiller l'accès à une chambre secrète dont le couloir d'accès passe juste au-dessus de la grande galerie. Donc effectivement, comment porter ces blocs de pierre, etc. Sage Atlante utilisait ces techniques. Ils utilisaient ce qu'on appelait les formules et ils utilisaient le son. Et donc ils arrivaient à rendre à la fois le fer malléable et léger et la pierre légère. Donc ils soulevaient des masses en quelque sorte. C'est de cette façon qu'ils ont construit les pyramides. Donc la structure ondulatoire allait être mise en relation proportionnelle avec la chambre haute. Et non seulement cette mise en relation avec la chambre était importante, mais par ce biais-là, on pouvait en faire une onde stationnaire d'une part et la moduler par la voix, c'est-à-dire, curieusement, mettre en efficacité une énergie électrique avec une énergie vocale, c'est-à-dire mécanique. Cela en faisant vibrer les murs à des fréquences reconnues. Pour que leurs hypothèses soient crédibles aux yeux du public, il faudra donc en premier lieu que ces chercheurs de vérité démontrent que l'égyptologie se trompe. Car si l'égyptologie a tort, alors cela laisse de la place pour les autres hypothèses, et même les plus farfelues. Comprenez bien que tant que les théories égyptologiques tiennent bon, toute autre hypothèse sera forcément considérée comme erronée. Mais lorsque l'on croit réellement à une hypothèse alternative, les biais cognitifs vont forcément être légion et vont amener ces chercheurs de vérité à utiliser, pas forcément de manière volontaire d'ailleurs, des paralogismes ou des sophismes pour défendre leurs hypothèses. Du coup, les alternatives déforment régulièrement la réalité pour qu'elle corresponde mieux à leurs hypothèses. On peut notamment voir cela dans certaines de leurs critiques envers l'égyptologie. Par exemple, les alternatifs affirment souvent que l'égyptologie donnerait une durée de 20 ans pour le temps de construction de la Grande Pyramide. Ils affirment aussi que 20 ans pour une telle construction ne serait pas suffisant. Et ils utilisent donc ces fameux 20 ans pour rabaisser l'officialité égyptologique afin de démontrer que d'autres hypothèses seraient meilleures. Lorsqu'on affirme que la Grande Pyramide aurait été bâtie en 20 ans, par exemple, c'est selon moi une croyance. Mais regardons de plus près ce que dit réellement l'égyptologie. L'égyptologie, donc, part du principe que la construction de la Grande Pyramide a duré le temps du règne de Khéops.
Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que cela permet d'avoir une période approximative sur laquelle se fonder. Par exemple, pourquoi la construction aurait-elle commencé 3 ans après le début du règne de Khéops? Pourquoi pas lors de la 7e année, ou bien de la 5e année? On n'en sait rien. Donc la première année du règne est certes une approximation, mais au moins cela nous donne un repère. Et pourquoi donc la construction se serait-elle terminée à la fin du règne, et donc à la mort de Khéops? Eh bien pareil, cela nous donne une période sur laquelle se fonder. Et même si c'est approximatif, si la construction a dépassé la période du règne de Khéops, elle n'a pas dû dépasser de beaucoup. Autrement, ils auraient sûrement fini par abandonner le chantier. Donc, la durée du règne de Khéops permet de nous donner une idée, certes approximative, de la durée du chantier de construction de la Grande Pyramide. Mais du coup, quelle est donc la durée du règne de Khéops? On ne sait pas encore combien de temps Khéops a régné sur l'Égypte, car historiquement, les documents se contredisent et les sources contemporaines sont rares. Le canon royal de Turin de la 19e dynastie donne 23 ans de règne à Khéops. Manéthon lui attribue 63 ans de règne et Hérodote l'évalue à 50 ans. Ceci est une info facilement trouvable puisque prise sur Wikipédia, et sur ce même site on trouve aussi d'autres hypothèses, certes non détaillées, mais avec des durées de règne pour Khéops encore différentes. 40 ans, 25 ans, 23 ans, 23 ans, 35 ans, 23 ans, 23 ans, 23 ans et 22 ans. On pourrait aussi rajouter une hypothèse. La construction de la Grande Pyramide aurait pu être finie après la mort de Khéops par son fils Djedefré, car on a retrouvé le cartouche de Djedefré dans la 2e fosse à barque de Khéops. Il est important aussi de prendre en compte que, grâce au papyrus de Wadi el-Jarf, découvert en 2013, on sait que le règne de Khéops a duré au minimum 26 ans. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas de consensus égyptologique sur le sujet. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de version officielle précise sur le temps estimé du règne de Khéops, parce que l'on n'a pas de date absolue et que l'on se fonde sur des listes de règnes comme par exemple la pierre de Palerme ou comme évoqué plus tôt le canon royal de Turin, entre autres. Donc la version officielle pour le règne de Khéops, dans un sens, on pourrait dire que c'est toutes ces hypothèses à la fois. Mais alors, s'il y a plein d'hypothèses pour la durée du règne de Khéops, et si l'on se base sur cette durée du règne pour définir la durée de construction de la pyramide, pourquoi nous parle-t-on toujours de 20 ans? Pourquoi les 20 ans sont plus mis en avant que les autres hypothèses? Pourquoi nous parle-t-on de 20 ans dans des reportages, dans des livres et des magazines, sur des tonnes de sites internet, et même dans les discours des guides touristiques en Égypte? Pourquoi? Mais, Mr. Rabbit, mais qu'est-ce que vous faites? Eh bien, je pose une question. Mais vous ne pouvez pas interagir dans une lettre que je suis en train de vous écrire, hein, personne ne le croirait. Oh, oui, c'est vrai. Désolé. Bon, reprenons. Pourquoi on nous parle partout de 20 ans pour la durée de construction de la Grande Pyramide? Eh bien, la réponse est simple. C'est de la vulgarisation, pour le grand public. Et oui, que ce soit les reportages, les articles de journaux ou de magazines, les sites internet, etc., ils ne s'adressent pas aux spécialistes du sujet. Ils s'adressent au grand public. Et le grand public n'a pas vraiment besoin de milliards de détails qui ne serviraient qu'à flouter leur vision des choses. Donc on leur donne un nombre approximatif pour vulgariser l'information. Et pourquoi 20 et pas un autre nombre? Mais qu'est-ce qu'on vient de dire au sujet de vos interactions? Oups, désolé. Reprenons. Et pourquoi 20 et pas un autre nombre? Eh bien parce que, comme nous l'avons vu plus tôt, la majorité des hypothèses tournent autour des 23 ans. Donc on arrondit à 20, et voilà, c'est aussi simple que ça. Vous l'avez donc compris, l'hypothèse de la Grande Pyramide construite en 20 ans, pile poil 20 ans, se trouve uniquement dans le texte d'Hérodote. Et comme les alternatifs affirment que l'égyptologie donne une durée de construction de 20 ans, cela leur permet donc d'accuser les égyptologues d'autre chose, à savoir qu'ils feraient bien trop confiance aux écrits d'Hérodote. Hérodote reçoit ce témoignage des prêtres au moins 2000 ans après la date de construction supposée de la Grande Pyramide. 2000 ans. C'est pourtant sur ce témoignage que repose principalement l'attribution de la Grande Pyramide à Khéops et les 20 ans de durée du chantier. Mais qu'en est-il réellement? Avant de répondre, faisons un peu d'histoire. Hérodote d'Halicarnasse, environ -480 à -425, est souvent surnommé le père de l'histoire, car il serait le premier, dans son récit Histoire ou Enquête, ça dépend de comment on traduit le mot grec historia, il serait donc le premier à raconter des faits se rapportant à un passé proche et concernant des hommes sans généalogie divine. Mais à peine a-t-il porté son récit au public que le pauvre Hérodote se fit très sévèrement critiquer, parfois à juste titre et d'autres fois non. Thucydide, qui était contemporain d'Hérodote, se présentait comme un auteur qui ne charmerait peut-être pas les foules avec ses récits, mais au moins ceux-ci seraient solides et durables, contrairement à ceux d'Hérodote qui seraient des morceaux d'apparat composés pour l'auditoire d'un moment.
Lucien de Samosate a accusé Hérodote de mentir, et l'a littéralement, c'est le cas de le dire, parodié dans son livre Histoire vraie. Plutarque, au IIe siècle, a écrit un livre entier nommé La malignité d'Hérodote, dans lequel il l'accuse d'avoir été un collectionneur de calomnies. Aulugel, alors là je ne sais pas si ça se prononce comme ça, mais bon tant pis, Aulugel, au IIe siècle, dans son livre 3 des Nuits attiques, taxa Hérodote de conteur de fables, etc., etc., etc. Mais rendons à César ce qui est à César, ou plutôt à Hérodote ce qui est à Hérodote. Le récit d'Hérodote est extrêmement intéressant pour les historiens et archéologues actuels, car l'on y trouve une multitude d'informations de la vision que portait un grec de l'époque sur un bon nombre d'autres cultures. Ces textes fourmillent aussi d'informations véritables et vérifiables, et pas seulement des erreurs. Précisons qu'Hérodote rapporte très souvent des discours qui lui ont été racontés par des autochtones, et, vous l'aurez compris, ces discours ne sont pas forcément véridiques. De par le fait, un grand nombre de critiques l'accusent de mensonge, alors qu'il semble qu'il n'ait fait que répéter ce qu'on lui a raconté. Et pourtant, Hérodote n'affirmait pas que ces histoires-là étaient forcément vraies. Exemple. Pour moi, si j'ai le devoir de rapporter ce que l'on dit, je ne suis certainement pas obligé d'y croire. Qu'on tienne compte de cette réserve d'un bout à l'autre de mon ouvrage. Un autre exemple dans la partie de son récit sur l'Égypte. Ces récits des Égyptiens, qu'on les accepte si l'on juge dignes de foi de semblables histoires. Pour moi, mon seul dessein dans tout cet ouvrage est de consigner ce que j'ai pu entendre dire aux uns et aux autres. Donc, si Hérodote lui-même a dit que tout ce qui est consigné dans son ouvrage n'est pas forcément vrai, il semble évident que tout lecteur serait mal avisé de donner du crédit au texte d'Hérodote sans en vérifier l'exactitude. Donc, peut-on croire les chercheurs alternatifs lorsqu'ils disent que les égyptologues auraient tous la mauvaise idée de faire confiance aux propos d'Hérodote sans vérification? Eh bien, pour vérifier ça, on peut déjà rappeler ce que l'on a dit tout à l'heure. Hérodote a dit que la construction de la Grande Pyramide aurait duré 20 ans. Et pourtant, comme nous l'avons vu plus tôt, l'égyptologie part du principe que la construction de la Grande Pyramide a duré le temps du règne de Khéops. Et Hérodote, pour cette durée de règne, nous parle de 50 ans. Preuve, semble-t-il, que les égyptologues n'écoutent pas tellement Hérodote. Un exemple plus pertinent et plus intéressant, je trouve, est la découverte relativement récente de l'épave d'Héracléon. Plusieurs articles ont parlé de cette découverte. L'épave d'un bateau égyptien de 2500 ans a été découverte sur le site de l'ancien port de Thonis Héracléon. Hérodote en avait parlé dans son récit, mais aucune preuve de l'existence de ces bateaux n'avait été trouvée jusqu'à récemment. Citons l'article de Géo. L'anecdote ainsi que la description précise du bateau figurent dans la plus célèbre œuvre de Hérodote, les Histoires. Mais les spécialistes ont toujours buté sur ce passage. Faute de preuves archéologiques matérielles, ils doutaient que de tels navires aient réellement existé. Aujourd'hui, le bateau 17 prouve que c'était bien le cas et que la description de Hérodote était particulièrement précise. On voit bien ici que les archéologues doutent de la véracité du texte d'Hérodote, et ce jusqu'à pouvoir recouper ces informations avec une découverte archéologique. Alors, je ne vais pas m'étaler en exemple, mais vous l'aurez compris, il y a un bon nombre de choses que l'on pensait fausses dans les textes d'Hérodote, mais qui finalement s'avèrent être vraies. Donc, les égyptologues savent qu'il ne faut pas mettre l'ensemble des textes d'Hérodote à la poubelle, et ils savent aussi qu'il ne faut considérer leur véracité qu'avec prudence. Conclusion. Au vu de ces éléments, il semble, que ce soit volontaire ou bien à cause d'un biais de confirmation, qu'en utilisant ce type d'argument, ces chercheurs de vérité ne recherchent pas réellement la vérité, mais plutôt à donner de la crédibilité à leurs hypothèses, en déformant les faits et en simplifiant la réalité. Malheureusement, avec cette démarche, on ne crée pas de la connaissance, mais seulement de la croyance. Et voilà, Mr. Rabbit. Dis-moi donc si une telle vidéo t'intéresse pour ta chaîne. A++, bise. Non, finalement, je ne crois pas qu'on fera une vidéo là-dessus.